On se retrouve aujourd'hui pour un événement un peu spécial, puisque aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Émilie. Alors, je vais vous la présenter dans un instant. Voilà, donc globalement, comment ça va se passer aujourd'hui? Je vais faire une petite interview d'Émilie. Et puis, Émilie, qui je rappelle, expert comptable chez Dougs. Et puis, n'hésitez pas à lui poser vos questions, hein. Vous pouvez les mettre dans le chat. C'est moi qui ferai votre intermédiaire. Donc, n'hésitez pas. Je vous mets un petit message d'ailleurs dans le chat pour vous rappeler ça. Voilà. Et puis, écoutez, on va pouvoir démarrer. Alors, je vous trouve Émilie dans 3, 2, 1. Hop là. Émilie. Bonjour tout le monde. Et voilà. Bonjour. Merci beaucoup, Émilie, d'être avec nous. Avec plaisir. C'est une première, soyez indulgents. Ouais, c'est une première. Même pour moi, s'il vous plaît, hein. Soyez indulgents. C'est la première fois que j'interviewe quelqu'un. Alors, c'est le baptême est avec toi, Émilie. Donc, ça va être très cool. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qu'on entend beaucoup, nous, en tant que professionnels, hein. C'est la question de la valorisation. Ça arrive à plein de moments de la vie d'une entreprise. Et moi, je me suis fait, bien sûr, une petite liste de questions à te poser. Mais avant, je voudrais savoir, on va commencer avec une question un peu facile, hein. On commence crescendo. Est-ce que tu peux un peu te présenter, nous dire globalement qui tu es et qu'est-ce que tu fais exactement chez Dougs pour que les personnes puissent comprendre? Oui, alors je suis expert comptable, donc depuis peu, hein, c'est finalement quelques années que j'ai le diplôme et l'expérience cabinet pour moi n'est pas si récente que ça. C'est une réorientation. Avant, j'étais plutôt sur le e-commerce, dans la vente de matériel en ligne. Mais voilà, donc je vois un peu ce que ça peut être d'entreprendre. Donc, c'est pas facile tous les jours. On n'a pas toujours les bons conseils. Donc l'idée, avec nous, c'était vraiment ça, c'était de se dire, allez, on se lance dans quelque chose de digital. Donc finalement, à distance, physiquement, mais pas à distance de nos clients. La preuve avec donc ce que tu animes sur Twitch, avec les webinaires qu'on fait, l'idée, c'est de, au contraire, rester très proche et accessible pour que vous puissiez nous poser toutes les questions dont vous avez besoin. Et puis surtout, parfois, nous consulter en amont d'une décision que vous pourriez prendre, parce que parfois, on ne mesure pas bien l'impact en fait des choix ou des options qu'on peut retenir sur l'avenir de l'entreprise, sur sa trésorerie, sur plein de choses. Donc surtout, n'hésitez pas à consulter votre juriste, votre expert comptable avant de prendre des décisions importantes pour votre société. Bon, après ça, c'était l'aparté. Qu'est-ce que je fais chez Dougs? Ouais, qu'est-ce que tu fais? À quoi ça Je ressemble travaille la journée d'un expert un expert comptable? comptable. Chez Dougs, on fait beaucoup de conseils aux clients. On est quand même pas mal dispo par téléphone. Effectivement, comme le disait David, une grande partie de notre travail, c'est les sessions, les opérations liées aux sessions, valorisation, parce que forcément, ça va avec les sessions d'entreprise ou les sessions de fonds. Donc ça, c'est une bonne partie des rendez-vous qu'on a à gérer au quotidien. Après, sur le reste, évidemment, on contrôle les bilans, on envoie les bilans à l'administration, on répond aux questions diverses de nos équipes, mais aussi de nos clients. Ok. Je ne sais pas si j'ai donné toutes les infos nécessaires. Je pense que c'est pas mal. Mais il y a autre chose aussi que je sais que tu fais en tant qu'expert comptable. On te voit beaucoup sur la chaîne YouTube aussi de Dougs. Ah oui, alors ça, c'est une mission moins habituelle d'expert comptable, on va dire. En cabinet traditionnel, on ne voit pas trop. Mais effectivement, chez Doux, ça occupe une partie de notre temps. Toutes ces problématiques de production de contenu, on va dire. Donc, de l'information pour nos clients, soit par vidéo, soit dans des articles de blog, sur la chaîne, sur tout type de support. Ouais. C'est un moyen de vraiment passer des infos importantes de manière hyper concise. Donc, c'est plutôt sympa à faire en plus. Finalement, aujourd'hui, on est un peu dans cette partie de ta mission, hein, de créer du contenu. Parce que là, clairement, hein, on s'inscrit dans un schéma de création de contenu à destination des clients et même de tout le monde, hein, pas que des clients. C'est ça qui est chouette. Ouais, c'est un nouveau format, c'est marrant. Ouais, c'est un nouveau format. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, hein. Bien sûr, après, c'est une première. Voilà, j'ai un peu augmenté le son. On t'entendait moins bien au tout début, là, normalement. Je parle pas assez fort. Mais j'ai monté le son de ton côté. En fait, c'était moi, mes réglages, hein, qui étaient. En fait, sinon, le générique aurait été beaucoup trop fort. On aurait eu trop de musique. Voilà. Donc, normalement, tout est dans l'ordre. N'hésitez pas à le signaler, bien sûr, dans le chat. Et bonsoir à Vincent qui nous rejoint dans le chat. N'hésitez pas, du coup, hein. Posez vos questions que vous voulez que je pose à Émilie. Moi, j'ai une liste de questions. J'ai prévu de les poser, donc je vais les poser de toute façon. Et puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat.
Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, pour savoir exactement de quoi on parle, est-ce que en quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire valoriser son entreprise, Émilie? Si là, je te dis, ou alors, parce que des fois, on dit aux clients, bah là, il va falloir valoriser votre entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire finalement, valoriser une entreprise? En fait, c'est très simple. C'est juste se dire combien vaut mon entreprise. Parce qu'il y a certaines situations dans lesquelles on va devoir en passer par cette étape-là, c'est-à-dire savoir combien elle vaut, soit pour la vendre à un tiers. Enfin, je pense que c'est quelqu'un de complètement extérieur à vous qui souhaiterait vous racheter votre entreprise. Donc ça, c'est le cas qui, je pense, est le plus évident pour tout le monde, qui n'est pas forcément le plus fréquent. Donc, on veut savoir combien elle vaut pour proposer un prix, par exemple, à l'acquéreur potentiel ou, euh, ou au moins pour essayer de voir si le prix qu'il nous propose correspond à peu près à la réalité de l'entreprise. C'est une chose. Mais il y a aussi plein d'autres opérations dans lesquelles on va devoir le faire, et je pense que c'est celle que tu vois aussi le plus souvent, David. C'est le cas où, par exemple, on a une société qu'on détient en direct, on décide de passer en holding parce qu'on a plein d'autres projets que celui-ci, cette société d'exploitation. Donc là aussi, il va falloir se dire combien elle vaut cette entreprise pour que je la vende à ma société, quelque part, ou que je la porte à ma société. Parce que même si là, c'est pas un tiers, donc c'est pas quelqu'un d'extérieur à vous, au final, la holding, ce sera sûrement vous, essentiellement vous. Quand même, cette holding, elle a c'est une personne morale, comme on dit, donc elle est complètement distincte de vous. Donc, on doit vérifier la valeur des titres qu'on va lui vendre ou lui apporter. Déjà, parce que il faut quelque chose de cohérent pour monter l'opération en question. Puis deux, l'idée, c'est quand même souvent d'éviter les problèmes avec les copains des impôts. Carrément. Alors, sur la chaîne, on a une petite habitude, c'est que l'administration fiscale, on appelle ça Sauron ou l'œil de Sauron, en Ah oui. référence au Seigneur des Anneaux. Et puis, bien sûr, les inspecteurs des Oui. impôts, ce sont les Nazgûl. Donc, les gens Ah oui. qui souvent se baladent sur la chaîne Twitch, on a ce petit code-là entre nous. Euh, voilà, Ok. donc Ça me va. effectivement, il faut se méfier des forces du mal. Voilà. Donc effectivement, finalement, si j'essaie de résumer un petit peu ton propos, c'est de dire finalement, valoriser, c'est mettre un prix, c'est mettre une étiquette avec un prix sur l'entreprise. Parce que Complètement. autant quand on crée une entreprise à tout début, moi je le vois quand dans les procédures de création d'entreprise, le client il va juste mettre un capital. Donc souvent on a tendance à dire bon finalement il n'y a que ça, donc ça pourrait valoir ça. Mais en réalité c'est plus compliqué une fois que l'activité commence, quoi. Complètement. Tant que tu es sur ton début d'exercice, on va dire le début de vie de ta société, où tu as mis tes 2000 euros de capital social, bon, 2 mois après, il y a quand même, sauf opération vraiment exceptionnelle, il y a peu de chances qu'elle vaille plus que les 2000 euros que tu as mis dedans. Mais si Mm. déjà tu as fait un exercice complet, tu finis ton bilan avec un gros bénéfice, et que ce gros bénéfice-là, tu le distribues pas, tu le laisses vraiment dans la société, il y a quand même une trésorerie hyper importante. Une Oui, trésorerie importante, des capitaux propres, ce qu'on appelle des capitaux propres importants, donc les réserves, donc les bénéfices cumulés, qui sont importants aussi. Imagine si tu vends à un tiers, donc à quelqu'un d'extérieur à tout ça, tu vends cette société au capital social de 5 000 alors que tu as 100 000 de trésor sur le compte. Lui, oui. il a intérêt à signer tout de suite, c'est tout bénéf. Par contre, Sauron risque de pas être content. Il y a une belle affaire effectivement à faire. Effectivement, en fait, clairement, ce qu'on peut dire, c'est finalement, si j'achète, c'est comme si j'ai acheté avec 5 000 euros, moi je te donne 5 000, toi tu me donnes 100 000, quoi. Il y a un problème d'équité, Oui, quoi. c'est ça. Je te dis qu'il n'y a aucune chance que ça arrive, mais tu peux tenter. Là, tu parles beaucoup tu utilises beaucoup le terme de société pour parler de la valeur. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai aussi quand on parle simplement d'entreprise unipersonnelle? Là, je pense par exemple aux micro-entreprises, parce que des fois, moi je sais, hein, je l'ai même vu dans ma carrière, que la question de la valeur d'une micro-entreprise, des fois, c'est un sujet qui est balayé comme si c'était un Mm. sujet qui n'existait pas. Est-ce que la Ouais. valorisation, ça les concerne, les micros? Oui, bien sûr. Oui, oui, ça les concerne aussi. C'est toujours un petit peu difficile parce qu'on n'a pas forcément de compte à tenue. Hmm. Souvent, ça demeure un peu flou, la micro-entreprise, mais ce que tu dis pour la micro serait vrai aussi pour une entreprise individuelle tout court. Je veux dire, pas au régime micro, au régime réel. Donc, dans les deux cas, là, on va pas valoriser des titres, puisque ça n'existe pas. On va potentiellement valoriser un fonds. Et il faut se poser la question. Parce que tu peux très bien avoir créé une clientèle. L'idée, c'est ça, souvent, c'est de se dire, est-ce qu'il y a le fonds de commerce, en fait? C'est ça. On veut savoir s'il y a un fonds de commerce. Et le fonds de commerce, tu as deux choses dedans. Tu as le fonds commercial et tu as le matériel, en gros. Le fonds commercial, c'est vraiment la clientèle. Le matériel, bon, voilà, ça dit ce que ça dit, quoi. Hmm. Je sais pas, c'est une machine outil quelconque. On fait l'inventaire, Mais quoi. la cliente, on fait l'inventaire, ouais.
La clientèle, elle est souvent un petit peu plus difficile à déterminer parce qu'on voit aussi beaucoup de gens qui travaillent en sous-traitance, par exemple, pour un client unique. Eux, ils ont un seul client, ils travaillent en sous-traitance pour ce client. Un peu difficile là de dire que tu as une clientèle parce que la situation est quand même très précaire, très liée à toi. Dire la personne te fait confiance pour ça qu'elle bosse avec toi. Mais si jamais tu voulais céder à quelqu'un, est-ce que lui, il a un intérêt à racheter un seul client avec le risque que ça comporte? Ça veut dire qu'il a dépensé de l'argent pour rien du tout si le seul client décide de lever les voiles. En plus, on pourrait rajouter, Mais que s'il y a un client unique, potentiellement, la personne avec qui il bosse, l'entreprise avec qui il bosse, a peut-être pas envie de bosser avec quelqu'un d'autre. Donc finalement, est-ce qu'il est capable de vendre son tout entreprise à fait. sans même perdre ce contrat déjà? Non. En général, c'est pas trop vendable. Il n'y a pas trop d'intérêt à faire ça pour un seul client. Mais c'est vrai qu'en dehors de ce cas de figure-là que je cite, parce qu'on le rencontre quand même, on le rencontre quand même pas mal finalement chez nos clients. Si tu as plein de clients, un site internet qui fonctionne super bien, ou voilà, que tu sois négoce ou prestat de service, ou il se peut qu'il y ait une clientèle à valoriser derrière, même si tu es en micro-entreprise. Ça, c'est possible, ou en entreprise individuelle plus classique, on va dire. Ok. C'est la valorisation du fonds de commerce, effectivement, il faut le vérifier. Ok, donc il faut regarder tout ça, la clientèle, l'inventaire du matériel, les contrats Oui, en cours, tout doit être regardé en fait, hein. exactement. Parfait. Exactement, Alors, tu fais le tour, tu fais un inventaire. En général, sur le matériel, il n'y a pas forcément beaucoup de plus-value parce que la plupart du temps, on le vend à un prix qui serait quasiment celui de sa valeur comptable qu'on va reconstituer. C'est une micro, on n'amortit pas, mais on reconstitue en gros un peu la valeur comptable. Donc, il a une valeur qui diminue au fur et à mesure de son utilisation et ton prix, quand tu vas revendre ton matériel, tu vas pas le faire au prix du neuf, c'est de l'occasion, donc il y a rarement beaucoup de plus-value. Donc, je sais pas, peut-être sur des objets de collection, je dirais, sur des choses vraiment très particulières, ou alors tu as fait une affaire quand tu l'as acheté. oui, Mais sinon, si mon matériel, par exemple, il est complètement amorti, c'est pas pour autant qu'il a pas de valeur, quoi. non, c'est pas pour autant qu'il n'a pas de valeur. Il faut vraiment se référer à ta valeur de marché, au prix que ça vaut sur le marché. Alors, trouver un prix de marché, tu sais que tu vas me dire ça. C'est pas forcément simple. Voilà. Et c'était ça. Évidemment. Et voilà. Donc, après, ce qu'il faut faire, qu'on essaye de voir, c'est sur les sites d'occasion. En fait, trouver des références sur les sites d'occasion. Alors, autant pour une voiture, ça peut être assez facile parce qu'il y a la cote Argus. On se fie à la cote Argus. On peut avoir une décote peut-être parce que la carrosserie est complètement rayée de partout et qu'on n'est pas un trop bon conducteur. Mais sinon, c'est la cote Argus. Pour d'autres matériels, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile. On va essayer de regarder sur le Bon Coin ou des choses comme ça, combien ça coûte d'occasion. Sur les sites de vente de matériel d'occasion, en fait. Ouais. Ça, regardez Ah oui, j'ai pas le droit de citer de marque. Si, c'est pas, on se fera pas Ah ouais, ça attaquer. va alors. T'inquiète pas. Ouais. Non, je crois Je que dirais que j'étais novice. non, mais je fais souvent en plus la bêtise, ou en tout cas ça m'arrive régulièrement et pour le moment on n'a pas eu de problème. Donc voilà. Mais on peut aller voir sur Le Bon Coin, sur Paru Vendu, voilà. C'est ça. Je balance des sites Tous les sites au d'occasion. hasard, tous les sites d'occasion. Après, je suppose que pour du matériel vraiment très spécifique sur certains domaines d'activité, on trouve pas ça sur ces sites très généralistes, mais voilà, il faut trouver une cote en fait. Puis surtout, gardez bien des traces de l'évaluation que vous avez faite, hein, des copies d'écran, des choses comme ça, ou des estimations par des professionnels. J'en sais rien si c'est du matériel vraiment d'une grosse valeur ou des immeubles, hein, c'est possible aussi. Donc, gardez bien une justification de vos estimations. Parce que si jamais vous êtes contrôlé, ça permettra de bien déterminer que vous aviez retenu quand même des infos un peu fiables pour faire votre estimation, que ça n'a pas été fait au doigt mouillé. J'en profite, il y a Yas qui nous rejoint dans le chat. Bonjour Yas, j'espère que tu vas bien. Il te dit bonjour. Donc, Émilie ne voit pas le chat. Bonjour Yas. Je vous le dis, mais je me fais votre relais. Cette question, je l'ai notée, Yas. On la posera juste après à Émilie. Il nous parle, il a une question sur les méthodes de valorisation. S'il y a plusieurs méthodes et les différences, on en parlera après. J'avais dit qu'on en parlerait. Moi, je voulais revenir sur un point avant de répondre à la question de Yas. Mais promis, Yas, on t'oublie pas. Tu as commencé à donner des éléments. J'aurais aimé faire une liste un peu plus précise pour les gens qui nous regardent, des moments où on peut avoir besoin de valoriser son entreprise. Là, il y a la question de la vente. Je vends mon entreprise, j'ai besoin d'un prix. Mais tout à l'heure, tu nous as parlé d'apport, de cession. Voilà. Est-ce qu'on peut en reprendre quelques-uns si tu veux bien? Donc moi, j'ai la vente d'entreprise. Bon, ça, c'est le plus facile, hein, c'est le premier. Je veux vendre mon entreprise un tiers, à un tiers. on le vend à un tiers. Je m'interroge de Après, combien on a je peux la aussi... vendre. voilà, exactement.
Puis les impôts, oui, c'est important pour Sauron, parce que Sauron a besoin de savoir a envie d'encaisser sa petite contribution au passage. Sa petite contribution, ça s'appelle la plus-value. Et donc la plus-value, l'impôt sur la plus-value, c'est sa petite contribution. Donc c'est là-dessus souvent qu'il vous attend un petit peu. Donc il faut pas survaloriser, parce que c'est pas dans votre intérêt généralement. Surtout si c'est vous après le bénéficiaire de toute opération, parce qu'on est dans un montage par exemple le holding ou vous passez en société. Mais il faut pas non plus sous-valoriser, parce que sinon il va vous tomber dessus en disant que vous avez fait ça exprès pour éluder d'impôts, ce qui pourrait effectivement se laisser, on pourrait le croire. Donc il faut faire attention avec ça. Donc je disais, oui, il y a cette phase, c'est pour ça qu'on valorise. Il y a soit on vend à un tiers, voilà, pas de problème, parce qu'on a trouvé un acquéreur pour sa société et on a décidé de prendre sa retraite, par exemple, c'est cool. Ou alors on vend éventuellement à soi-même, quelque part, via une société. Il y a une société entre deux, mais on crée son groupe. C'est le, cas de la cession à une holding. Tout à fait. Après, exactement, ça c'est vraiment le cas souvent, enfin très nous, on le voit souvent. Aussi. Ouais, ça c'est le cas qu'on voit souvent. Moi, il y a un cas aussi que je vois régulièrement passer, c'est les apports à la holding. Oui. Finalement, quand on crée une holding, si on a une société fille, quasiment dans tous les cas, on va devoir passer par la valorisation. On n'a pas trop le choix. Parce que, je le rappelle, on n'a pas le choix. Quand on crée une holding, le fait de faire un apport, ça génère quand même une plus-value. Voilà. Souvent, on se dit, il n'y a pas de plus-value, je fais un apport. Ce n'est pas si simple que ça. Il y a une plus-value. C'est juste qu'il y a une méthodologie fiscale qui fait qu'on ne va pas payer tout de suite l'impôt, quoi, ou pas du tout. Oui, je ne sais pas si on doit aborder ce sujet-là, tu me dis. C'est comme tu veux, si on peut en parler maintenant, si tu veux. Alors, j'en parle maintenant parce que David a abordé le sujet de l'apport. Dans ce cas-là, et tu faisais donc référence au report d'imposition. Ouais. En fait, comme le disait David, un apport, ça génère aussi une plus-value. Sauf que, pas de chance, sauf que vu que c'est un apport, vous n'allez pas encaisser d'argent en échange. Donc, pour payer l'impôt, c'est un peu compliqué. Ça doit être pour ça que cette fois, Sauron a été sympa et a décidé qu'il allait mettre en place un report d'imposition. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un cadeau et qu'il va vous laisser la somme en question gratuitement ad vitam aeternam, du tout. Ça veut juste dire que vous ne payez pas l'impôt pour le moment. Voilà, pour le moment. Mais ça ne l'efface pas pour autant. Donc, souvent, cet apport, et quand on est dans les montages que David évoquait, où on passe en holding ou des choses comme ça va être le report d'imposition qui va vous permettre de ne pas payer l'impôt tout de suite. En gros, on calcule l'impôt au jour où vous faites l'imposition, où vous faites l'opération, pardon. Donc, on dit, à aujourd'hui, ça fait tant de plus-value. Donc, ça, on le sait, c'est acté. Mais on ne va pas la payer tout de suite. On ne va pas payer l'impôt sur la plus-value tout de suite. On va le placer en report d'imposition. Et le report, tant que vous respectez les conditions de ce report, il est maintenu. Et les conditions de ce report, on va dire essentiellement, il y en a d'autres, c'est un peu plus complexe que ça, mais essentiellement, il y en a deux. Il y a le fait que la holding qui a reçu vos titres, par exemple, en échange, parce que souvent c'est ça, c'est des titres de société qui sont importés à une holding. La holding qui a reçu vos titres, la condition, c'est qu'elle ne les cède pas avant 3 ans. 3 ans après les avoir reçus. Parce que sinon, il y a des conditions de réinvestissement un petit peu pénibles. Mais ça se fait. Au-delà de 3 ans, elle peut les céder. Votre report d'imposition à vous est maintenu, il n'y a pas de souci. Ça, c'est la première condition. Je dirais que c'est la plus facile à respecter. Et importante, hein, parce que sinon, les conséquences peuvent être terribles. Sinon, vous passez par la caisse Sauron et ça fracasse. Et la deuxième condition, c'est celle de la cession des titres de la holding. N'oubliez pas, quoi qu'il en soit, que si à un moment donné, vous décidez, parce que c'est vous en général au-dessus de la holding, vous décidez de vendre les titres de cette holding, quel que soit le délai dans lequel vous allez le faire, même dans 20 ans, vous repasserez, le report tombe et vous devriez payer l'impôt. Mais en fait, donc ça, c'est votre part. C'est souvent pour ça qu'on dit que la holding, on l'a fait un peu pour la vie, quoi. Quand on fait une holding, il y a l'idée qu'on ne va jamais s'en séparer, quoi. Exactement. Et comme le dit David, c'est pour la vie. Mais derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on transmet à ses enfants. C'est un peu ça l'idée, c'est au fur et à mesure de transmettre les parts aux enfants en utilisant les abattements qu'on peut avoir sur les droits de succession, etc. Ou les droits de donation. Là, après, ça relève plus des notaires que de moi-même. Donc, les 100 000 tous les 15 ans. Donc, l'idée, c'est ça. Parce que sinon, vous êtes engagé à vie avec votre holding, de toute façon. Et justement, pour le coup, ça amène à 2 autres situations dans lesquelles vous allez devoir faire une valo de votre entreprise. On doit en passer par là. C'est dans le cadre d'une donation ou d'une succession. Parce que là, il faut que le notaire sache combien ça vaut, vos titres. Et si ça se passe 10 ans après l'événement ou après l'événement de l'apport, des choses comme ça, il faut qu'on revoie quelle est la valeur de cette entreprise parce que ça évolue chaque année, la valeur d'une entreprise. Oui, tu vois, donc ça, c'est le cas auquel je pense. Ouais, c'est un des cas que j'avais plus en tête, moi. Mais c'est vrai que comme on les fait pas, nous, on n'est pas notaire. Non, c'est rare.
C'est vrai qu'on Mm. on est peu interrogé sur ce sujet, mais tu as tout à fait raison de le rappeler, hein. Si on fait une donation, il faut valoriser également l'entreprise. Donc, si je résume, Exactement. cession de l'entreprise, donc la vente, un apport Mm. à une société, une cession à une autre société, par exemple dans le cadre d'un montage holding, Mm. éventuellement une donation. La question de la transmission implique forcément de se questionner de la valeur de ce qu'on transmet. C'est ça. Moi, je m'étais noté le fait de, tu sais, quand on est en EI, passer en société. Par exemple, Ah oui, tout à fait. je pense au Mm. cas de la micro qui dépasse les seuils. On a souvent ce genre Mm. de situation Oui. avec des clients qui arrivent chez Dougs. Ils dépassent les seuils ou ils Mhm. vont pas tarder à dépasser les seuils. Et du coup, ils veulent passer Mhm. en société. Et souvent, bah, nous, on leur annonce, on leur dit, mais vous avez valorisé, il faut valoriser. Et bon, ils disent, mais de quoi vous me parlez, quoi? Vous me parlez chinois, quoi. C'est vrai. C'est tout à fait un cas qui se présente aussi. Et là, en général, bah, c'est un fonds de commerce qu'on va valoriser, les clientèles, etc. Ou alors, après, dans le cas que tu cites, il reste en entreprise individuelle, régime normal, je veux dire, Oui, au réel, pas en oui, ils micro. sont pas Bon, obligés de passer en pas société. forcément, ouais, pas forcément intéressant. Mais, enfin, ça peut, mais pas toujours. Mais On- effectivement, tu as raison. Et quand on passe de micro à société, quand on a dépassé les seuils, bah, consécutivement deux exercices, on est obligé de revoir un peu sa copie. Et là, ça peut se présenter, oui. Et il y a aussi le divorce. Et on forcément, là, a, c'est l'avocat qui le demande. ouais, on a Yas qui nous pose une question sur le report. Il nous dit, et du Mhm. coup, est-ce que le montant reporté augmente tous les ans? Non, 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 justement, c'est quand même l'avantage, on va dire, de ce report d'imposition, c'est que votre impôt, il est vraiment figé au moment où on fait le calcul, où on fait l'opération. Donc, si par exemple, vous aviez des titres que vous avez souscrits à 10 000 et que vous allez les apporter à votre holding à 100 000 en 2024, il y a 90 000 de plus-value. Elle est calculée, ça bouge plus. Mais les années suivantes, peu importe ce qui se passe, quand vous allez même 10 ans plus tard vous dire, bah tiens, je cède les titres de la holding, le report d'imposition tombe, d'accord, mais l'impôt sera recalculé à nouveau sur la base de vos 90 000 pour vous à titre perso. Voilà. Par contre, pour la holding, bah, il y aura peut-être en plus des bonus, des choses comme ça, si vous la liquidez ou si vous la cédez, voilà, qui font que vous aurez un impôt en plus. Mais en tout cas, celui qu'on a calculé au moment du report d'imposition, lui, c'est définitif. Il est calculé à ce moment-là. En fait, Il est figé. la plus-value, elle est devenue, on la calcule à ce moment-là et elle reste. En fait, par contre, il y a un petit formalisme fiscal, hein, Mhm. il faut bien l'indiquer dans la déclaration d'impôt, qui est cette plus-value en report d'imposition, IAS. C'est important. Tout à fait. Un autre sujet sur lequel moi, ça m'arrive de dire aux clients, pensez à valoriser votre entreprise. C'est le cas où on veut faire rentrer un associé par augmentation du capital. Ah bah oui, oui, tout à fait. Voilà. Mhm. Ouais, c'est le Parce- même cas de figure. Il faut qu'on sache à combien on va lui céder, enfin, à combien lui va devoir acquérir les nouveaux titres de la société. Oui, c'est vrai. Exactement. Ce qui va permettre d'être une base souvent de négociation de ce qu'on appelle la prime d'émission. Alors, c'est un sujet qu'on a Mhm. déjà vu sur la chaîne Twitch. Si jamais vous vous questionnez là-dessus, je vous invite bien sûr à aller voir les replays sur l'augmentation de capital. Mais la prime d'émission, c'est un élément qui est assez important. Donc, je propose de prendre la question maintenant de Yas, la première, et en plus, moi, je m'en étais Mhm. noté une équivalente, hein. C'est globalement, comment on s'y prend pour faire une valorisation d'entreprise? Est-ce que je peux faire moi ça dans mon coin? Là, par exemple, là, j'ai un coin de table, et tiens, j'écris une valeur, et puis voilà. Est-ce qu'il y a différentes méthodes? C'est quoi un peu les grands raisonnements qu'on retrouve pour déterminer la valeur d'une entreprise, Émilie? Mhm. Il y a plein de méthodes. Plein. Et je dirais que celle qu'on va voir le plus souvent, en fait en se basant tout simplement sur les activités similaires. Par exemple, les pharmacies, en général, sont valorisées à un pourcentage de leur chiffre d'affaires. D'accord, c'est un genre de Donc ça, c'est comparatif. assez fréquent. C'est ça. Et au moins, si jamais, bah, après, vous pouvez très bien vendre plus, hein, si vous avez un emplacement super et que l'acquéreur est prêt à prendre plus. Mais je veux dire, au moins, vous avez une base pour votre valeur, pour la valorisation de votre entreprise. L'administration, elle publie aussi alors j'ai oublié comment ils appellent ça, mais en fait, ils publient une sorte de ratio en fonction de l'activité. Alors, c'est des activités très traditionnelles. Donc, vous n'allez pas trouver les activités hyper innovantes là-dedans. D'accord. Mais c'est par exemple le 120% pour telle activité. Alors, dedans, on retrouve les fleuristes, les garagistes, l'enseignement de la conduite. Enfin, il y a plein d'activités comme ça qui sont référencées. Ça, c'est On est plus l'administration qui sur donne des cette grille. commerces un peu traditionnels. Oui, Ok. oui, complètement.
Ouais, ouais. Sauron ne fait pas dans l'originalité, hein, faut pas rêver. Un Et jour peut-être, donc hein. ça, c'est un jour peut-être. Et donc ça, c'est une des méthodes. La deuxième méthode, donc c'est celle que j'évoquais avec, on va dire, une sorte de comparaison avec ce qui se fait dans les autres secteurs. Après, ce que vous pouvez faire, c'est aussi regarder à combien sont vendus des commerces. Alors, il y a des sites qui référencent toutes les annonces dans lesquelles figurent les ventes qui ont eu lieu de fonds de commerce. Donc, ça permet de voir le chiffre d'affaires et à combien ça s'est vendu pour avoir un petit ratio. Donc ça, je dirais que c'est les méthodes les plus habituelles. Après, souvent, on va rester sur des très petites entreprises qui sont pas forcément sur des domaines d'activité à forte croissance. On va souvent rester sur des pourcentages comme ça, des pourcentages du chiffre d'affaires, par exemple, ou des pourcentages de marge avec des moyennes sur 3 ans pour le plus classique. Et après, quand on commence à être il peut y avoir d'autres méthodes. Alors, celle qu'on voit fréquemment, c'est la patrimoniale, les méthodes patrimoniales, où là, on va voir un peu quel est le matériel, la plus-value qu'on va avoir potentiellement sur le matériel que possède l'entreprise. Parce qu'il y a une plus-value puisque vous amortissez un petit peu, donc ça peut arriver que vous ayez une plus-value, à laquelle on va ajouter une valeur de clientèle. Donc ça peut être un pourcentage du chiffre d'affaires, un pourcentage du bénéfice, Ce que tu dis et là, puis les capitaux propres. ce que tu dis globalement, c'est en fait, il n'y a pas vraiment une méthode. Selon l'activité, on va combiner parfois certaines méthodes ou certains indicateurs. Ouais, Et c'est avec cette oui. combinaison ou sur laquelle on peut appliquer des ratios selon peut-être l'importance dans un secteur du matériel versus l'importance de, je sais pas, la clientèle, l'achalandage ou la clientèle récurrente. Enfin, je dis les choses sont peut-être pas forcément parfaitement Non, non, précises, c'est mais ça. ok, donc c'est vraiment, ça va être des combinaisons finalement. C'est ça. Et après, tu as vraiment des méthodes qui seront un peu plus adaptées. Alors, tu as des multiples du bénéfice aussi. On multiplie le bénéfice par un certain ratio pour voir combien ça représente sur plusieurs années, etc. Ce type de multiple du bénéfice, de l'EBE, enfin de l'excédent brut d'exploitation, des choses comme ça. Et après, sur des entreprises très, très innovantes, on va dire, ou à forte croissance, tu vas pouvoir utiliser les flux de trésorerie futurs. Là, on rentre dans des choses qui sont un peu des usines à gaz et qui sont quand même très incertaines. Ok. Mais on combine, en fait. La plupart du temps, on va combiner plusieurs méthodes pour faire un rapport de valo qui tienne la route. Surtout quand ça s'adresse à des tiers, en fait. Quand on est dans des situations où vous vendez à quelqu'un d'extérieur à vous, que vous êtes dans une situation de divorce, surtout, là, autant éviter les ennuis, ou que, parce qu'on pourrait avoir des donations, des choses comme ça. Ok. Et moi, je sais que ça a pu arriver. J'y ai vu des fois, on se contente de dire, bah tiens, on valorise, on prend les capitaux propres. Est-ce que régulièrement, c'est pertinent de prendre juste les capitaux propres? Voilà. Est-ce que quel crédit tu accordes à ça en fonction des situations? Bah, cette situation-là, elle va bien, enfin, ce genre de valo va bien quand c'est toi-même avec toi-même, souvent. Donc, quand, par exemple, tu as ta SAS et puis que tu veux créer une holding, que tu veux céder ou apporter à une holding, ben, tu sais qu'une société, elle vaut au moins ses capitaux propres. Oui, il Pas n'y a de pas, doute là-dessus. y a En pas trop de général, ça vaut risques au en moins ça. fait. Il n'y a pas de risque. Et puis surtout, parfois, il est un peu difficile de valoriser derrière une clientèle en plus. Tu pourrais, hein. Tu peux ne pas t'arrêter aux capitaux propres. Tu pourrais très bien dire, bon là, ça vaut au moins ses capitaux propres. Et peut-être qu'en plus, j'ai une clientèle que tu vas valoriser au pourcentage de la marge ou au pourcentage du chiffre d'affaires, selon la nature de l'activité. Mais oui, quand on est tout seul avec soi-même, en général, ça peut passer, ouais. Au moins les capitaux propres. On ne peut pas aller en dessous des capitaux propres, c'est pas possible. Ok, super, super clair. Moi, je vois souvent passer ce genre de méthode. Alors, c'est vrai qu'on suit souvent des. Moi, je suis beaucoup des entrepreneurs où il va y avoir des apports à des holdings, c'est souvent entre eux-mêmes. Et du coup, c'est vrai que Et oui. la méthode des capitaux propres, on la retrouve régulièrement. J'ai une autre question maintenant pour toi. Imagine, là, je vais faire le client. Moi, je suis un client. Je sais pas, je veux passer d'entreprise individuelle en société. Bon, j'ai eu mon rendez-vous avec un juriste, ça c'est incroyable. En plus, si je veux créer ma boîte, n'oubliez pas, sur la chaîne Twitch, vous avez le droit à une petite remise de 20 euros sur votre créa, donc profitez-en. Et donc le juriste, il m'a dit, faut valoriser l'entreprise, vous allez voir du coup un rendez-vous avec un expert comptable pour ça. C'est comme ça qu'on fonctionne chez Dougs. Qu'est-ce que moi en tant que client, pour t'aider à faire ton travail d'expert comptable sur la valorisation, qu'est-ce que je dois te fournir? De quoi tu as besoin? On va dire les principales informations ou les documents qu'il faut que je te fournisse pour que tu puisses faire la valorisation. À tes 3 derniers bilans. Ça, ce sera pas mal, bilan compte de résultats. Parce que c'est là-dessus qu'on va se baser souvent pour essayer de voir quelle est la progression du chiffre d'affaires. Est-ce que tu as des charges, pas de charges? Parce qu'il y a une chose que j'ai pas précisée sur la question valo avant, c'est que parfois on est dans des entreprises où il n'y a pas de salaire. Donc une entreprise qui dégage un peu de bénéfices sur laquelle il n'y a pas de salaire, ça vaut
pas forcément grand-chose en cas de revente. Parce que la Hmm. personne qui l'achète, son objectif, c'est de gagner de l'argent avec, hein, sinon ça sert à rien. Donc, on va regarder un peu comment est fait ton bilan. On va voir s'il y a eu des salaires, est-ce qu'il faut faire des retraitements, prendre en compte des salaires, pas fictifs, hein, attention, des salaires économiques, enfin des rémunérations économiques. On va regarder un petit peu tout ça. Ce qu'on a besoin de voir, c'est comment évoluent les chiffres, quels bénéfices tu as réalisés chaque année. Ça, c'est important pour nous. Et après, c'est plus l'objet de la discussion qu'on va avoir ensemble sur la clientèle pour savoir si vraiment il existe ou non une clientèle. D'accord. Donc, globalement, le plus important, c'est les 3 derniers bilans. Si j'en ai pas Oui. 3, parce que par exemple, j'ai fait qu'un exercice, bon, bah, j'en ai Ah, qu'un, ah. hein, on est d'accord. Oui, c'est ça. Et si j'ai, par exemple, j'ai signé des gros contrats avec des clients, je sais pas, des contrats pour une durée de 2 ans. Ça, c'est des documents qu'il faut que je te Mhm. fournisse, que tu as besoin d'avoir en information. Le... Oui, ça peut être important parce que ça peut être, il se peut que ce soit des engagements effectivement à long terme et qu'il y ait du chiffre d'affaires qui soit prévu de manière échelonnée dans le temps. Donc, quelque part, c'est aussi la valeur de l'entreprise précédente, c'est elle qui a décroché ces contrats. Ouais. Après, là aussi, c'est à nuancer parce qu'il se peut que, si tu as très peu de clients, c'est très lié à toi. Est-ce que vraiment ça reste cible ou pas? Pas forcément. Faudra voir si derrière, il se peut que les contrats soient transférés par un avenant sur l'autre entreprise ou pas. Ou si c'est pas possible, dans ce cas, il faut intégrer le fait qu'il y a du chiffre d'affaires qui est dû à la société qui vend, Bien quelque sûr. part. Donc, que ça vaut, donc ce serait normal de racheter à cette société-là, au moins la valeur des contrats à venir. D'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse strictement juridique là-dessus. Mais quand vous avez des contrats sur une entreprise, attention, le fait de vendre votre entreprise à quelqu'un, et même si c'est votre holding, ça peut être d'un point de vue du contrat vu comme un changement de contrôle. Il y a des clauses qui peuvent générer, qui peuvent dans les contrats dire, de toute façon, si vous changez de contrôle, nous, on peut résilier, vous devez nous prévenir, sinon on peut résilier le contrat. Donc il faut vraiment faire attention à bien lire vos contrats quand vous faites des opérations de transmission, d'apport ou de cession. Bonjour Explicator. On est avec Émilie, on parle valorisation d'entreprise. N'hésite pas si tu as des questions. Euh, voilà, on a déjà balayé pas mal de sujets. Et là, j'arrivais à un sujet un peu moins agréable, Émilie. Si je valorise pas du tout mon entreprise, là, mon entreprise, moi, je fais un apport à ma holding, je fais une cession, je la vends au capital 1000 euros, alors que sur ma société, je sais pas, j'ai 200 000 euros de trésorerie. Euh, Hmm. Qu'est-ce que je risque réellement? Qu'est-ce qui va Alors, m'arriver? Est-ce que vraiment je dois pas faire ça? alors vraiment, tu dois pas le faire, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui va t'arriver? Ça dépend s'ils sauront te tomber dessus ou pas. Pas vu, pas pris, mais je te conseille pas de le faire, néanmoins. Le problème, c'est que dans ce cas-là, bon, tu me dis 200 000 de trésorerie. Effectivement, si j'ai autant de trésor, c'est que j'ai eu beaucoup de bénéfices quand même. Donc, il me reste ça potentiellement dans la société. Enfin, sauf cas particulier avec beaucoup d'amortissement. On va pas rentrer dans les détails. Mais ça veut dire que tu as des réserves importantes, donc des capitaux propres importants. Donc potentiellement, il y avait quand même une grosse plus-value qui aurait pu être dégagée de cette opération puisque tu as acheté par exemple 10 000 et tu revends 10 000 alors que tu as 100 000 euros de réserve en tout genre, enfin, 100 000 euros de report à nouveau, etc. Donc en gros, là-dedans, tu es d'accord, ça fait 90 000 de plus-value potentielle puisque tu vaux au moins tes capitaux propres. Oui, mais alors moi je te fais volontairement un peu l'avocat du diable, hein. Bah oui, mais attends, là je vends à ma holding, c'est à moi. Ça change rien. Eh ben non, c'est pas à toi. Enfin, indirectement, c'est pas à toi. Je te dis, moi aussi, je me fais l'avocat du diable. C'est ce qui me dirait si tu leur disais ça. Non, c'est pas à toi, c'est à ta société. Et toi, normalement, tu aurais dû déclarer une plus-value, en fait, au Hmm. passage. Parce que réellement, il y a une plus-value. Donc, ce qui peut se passer, mais là, ce serait plus notre collègue Naïma qui pourrait donner les détails des pénalités, etc., et des risques fiscaux. Mais derrière, eux vont considérer que tu as éludé cette plus-value, donc que tu n'as pas payé l'impôt qui va dessus. Donc, potentiellement, on va dire ta plate taxe à 30%. Donc, sur 90 000, tu vois combien ça représente. Donc 30% d'impôts, et ils pourront très bien te dire, nous, on estime que ta société, du coup, comme tu n'as pas fait ton travail correctement, ta société est le beau de temps, donc on va t'imposer sur les bases que nous, on a déterminées. Et je pense qu'en général, mais je vais pas trop m'avancer parce que c'est moins mon domaine, je doute qu'ils sous-valorisent par rapport à ce que nous, on aurait pris comme valeur. Au Ah oui. contraire, je pense qu'ils prennent un petit peu de marge. Là, il y a quelque chose que tu dis qui m'interpelle. C'est vrai qu'une valorisation, c'est pas forcément un montant. Enfin, dans ma tête, je me dis, c'est pas X.
la valeur d'une entreprise, souvent, quand même on négocie, par exemple, la vente de son entreprise, bah, souvent, on va avoir une Mm. fourchette. Oui, On va avoir une fourchette, ça va être, on va dire, bon, en moyenne, c'est autour de tel prix, et puis on va dire fourchette basse, fourchette haute. C'est vrai que si c'est à nous-mêmes et qu'on prend la fourchette basse, a priori, on va avoir une plus-value plus faible. Si l'administration oui. fiscale elle décide de le faire elle-même, elle va peut-être vouloir prendre la fourchette haute, quoi. Ou à minimum la moyenne. Ça, oui, c'est fort possible. Même sans retenir nos fourchettes à nous, ils peuvent très bien retenir leur propre formule de calcul. On peut parier qu'elle sera sûrement moins favorable que la tienne. Hmm, Mais nous, les fourchettes, elles te servent surtout dans ta négo, je pense, à la base. De d'accord. dire, on s'entend sur tel prix parce que ça va tirer le prix vers le bas. Par exemple, votre équipe, elle n'est pas super bien structurée ou il n'y a pas de site internet, ça repose trop sur le dirigeant. Alors qu'à l'inverse, il y a des critères qui font que ça tire haut. Si, je sais pas, tu as une très très bonne ton d'entreprise, pas toi, personne physique, mais on va dire ton entreprise a une très bonne notoriété sur le marché, tu as plusieurs salariés qui maîtrisent bien le sujet, qui sont là depuis longtemps, etc. C'est vraiment des critères d'appréciation. Ok. Très, 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 très clair pour moi. Donc, en gros, hein, ne passez pas à côté de l'étape de valorisation de vos entreprises. Sinon, vous allez vous faire rattraper par la patrouille. Et puis, en plus, j'imagine que derrière, si tu fais pas ça, c'est dur d'aller plaider le je savais pas et d'éviter tout un tas d'intérêts Oui, ou de pénalités que l'administration va se faire un malin plaisir de rajouter sur la note, quoi. c'est ça. Même si Jean, normalement, ils sont censés partir du principe que tu fais de bonne foi. Mais je ne sais pas à quel point ils le font. oui, j'imagine, j'imagine. Euh, j'ai encore quelques questions pour toi. Euh, Mhm. combien de temps ça prend de valoriser? Là, je garde toujours mon petit cas pratique hein, moi, je veux passer en société, je veux valoriser ou alors je veux apporter mes titres à ma holding. Je passe chez Double. Combien de temps ça va prendre de valoriser mon activité, ma société ou mon entreprise en moyenne? Ça dépend un peu de la situation dans laquelle on va le faire. Si tu as, par exemple, ton bilan récent et que c'est une valo juste au capitaux propres parce que tu vas apporter tes titres à la holding, chez nous, ça va très vite du côté expert comptable allez, juste le temps d'avoir le rendez-vous. Donc, et ta valeur, on la détermine à ce moment-là. Donc, Ok, c'est très rapide. Enfin, une fois le rendez-vous fait, en quelques heures, même pas, tu l'as. Voire d'accord. tu l'as directement pendant le rendez-vous. Mais si tu commences à être sur des valorisations plus complexes, où on va combiner différentes méthodes, il faut le temps qu'on fasse d'une l'entretien avec le client et de deux qu'on fasse la presta. Donc, il faut compter une dizaine de jours. D'accord. En moyenne, une Entre 10 et dizaine de 14 jours. jours, on va dire. Ok, donc en Ouais, gros, 10-14 jours. ouais, on va dire 2 semaines parce faut viser large. Et puis, Oui, quand on fait ce genre d'opération de restructuration, c'est toujours bien. Moi, je vous conseille hein, de prendre un peu les devants. Attendez pas. Au oui. pire, après, on temporise sur les démarches, des formalités, etc. Mais au moins, tous les aspects préparatoires liés aux valorisations, tout ça, faites-les en amont euh, pour être prêt, quoi. Ok. Mm. Donc, globalement, chez Dougs, comment ça se passe si j'ai besoin de valoriser mon entreprise? Si j'ai bien compris, on a un entretien avec un comptable, c'est ça? Exactement, alors plutôt les experts comptables pour la valorisation, mais parfois avec des comptables des superviseurs très expérimentés aussi, c'est possible. Donc oui, ça va passer par un rendez-vous dans lequel on va parler un peu de l'entreprise, du projet surtout. Bon, après, le projet, en général, quand ils arrivent à nous, c'est qu'ils vous ont vu à l'équipe juridique avant. Donc, on a déjà quelques infos sur le projet, sur le pourquoi du comment. Donc, voilà. Mais c'est toujours bien d'en reparler un petit peu pour avoir des éléments vraiment de contexte et puis le ressenti du dirigeant. Et ensuite, on va vraiment faire un point sur la composition de la clientèle, plutôt pour voir vraiment comment ça fonctionne avec vos clients. En fait, ce qu'on a besoin de savoir, c'est euh, bah, le nombre de clients que l'on peut avoir, est-ce que c'est récurrent, est-ce qu'ils reviennent, est-ce qu'ils sont plus ou moins captifs ou pas. Voilà, ce genre d'infos. Donc, c'est ce qui va se passer pendant le rendez-vous de valo. Et une fois le rendez-vous de valo fait, même avant ça, on va déterminer s'il faut ou non faire une valorisation avec des combinaisons de méthodes. S'il n'y a pas combinaison de méthode, pas de difficulté, ça va assez vite. S'il y a combinaison de méthode, il faut prévoir 10-14 jours de plus. Ok, très très clair. Et après, on rend notre valo aux juristes et eux finissent leur travail. Parfait. Je vous rappelle dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions à Émilie. On approche de la fin de cette interview, donc si vous avez des questions, profitez-en. J'ai encore une petite question. Combien ça coûte? Mhm. Parce que on sait que des fois les choses peuvent aller vite en termes de prix. Puis quand on est sur ces schémas-là, des fois on a envie quand même d'essayer de faire en sorte
que ça coûte pas trop cher. Combien ça coûte chez Doux de faire Bien sûr. valoriser son entreprise? Alors, ça dépend du contexte. Déjà, si tu es client chez Doux, tu payes moins cher que si tu n'es pas client chez Doux, parce que pour nous, il y a plus de travail quand on n'a pas directement accès aux données. Donc, une valorisation qu'on va faire pour un non-client, par exemple, avec un rapport de valorisation, ça coûtera 400 euros. Une D'accord. valorisation qu'on va faire avec un rapport de valorisation, pour quelqu'un qui est client chez nous, donc le rapport de valorisation, je rappelle, c'est pas systématique parce que c'est vraiment dans des cas particuliers. Là, on facturera 200 euros. Il est possible qu'il y ait besoin en plus d'une situation comptable, un arrêté de compte si la dernière clôture est un peu ancienne, si elle a plus de 6 mois. Parce que sinon, on se fait un peu taper dessus par le commissaire aux apports. Donc, il nous faut, en plus de la valo, il nous faudra une situation. Donc là, c'est 300 euros. Et dans tous les autres cas où on est sur de la valorisation toute simple, capitaux propres, ou effectivement sur des ratios en fonction du chiffre d'affaires simplement, rien de plus, ou de la marge, donc là vraiment sur des petites entreprises plutôt, quand ces clients, ce sont des clients doubles, on ne facture pas en plus. Le rendez-vous D'accord. n'est pas payant. Donc ça, c'est hyper rassurant. Si je suis client Je Doux, trouve. c'est vraiment trop bien. Ok. C'est moins cher. C'est pas cher Euh, du tout. Bah écoute, ça m'a l'air très clair. Le chat est a priori calme, donc tant pis pour eux. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin, un petit truc que tu voudrais nous partager en plus ou pas? Je pense que oui, ouais, c'est vrai. Enfin, c'est le conseil très général, mais c'est de se dire que consulter des professionnels. Tu posais la question à un moment donné, est-ce que je peux faire ma valo sur un coin de table? Souvent non, je dirais. Donc n'hésitez pas. C'est pas forcément même. Je parle pas que de Dougs, hein, même si c'est mieux chez Dougs. Je parle pas que de Dougs, mais c'est de l'argent bien investi, même quand c'est payant, parce que ça vous permet d'avoir les conseils via votre montage, etc. Et gérer ça tout seul dans son coin, bah, on se retrouve après avec des mauvaises surprises et on en récupère quand même tous les jours aussi chez nous, des mauvaises surprises qui ont été faites par le client tout seul. Parce qu'on ne maîtrise pas forcément les tenants et les aboutissants, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas quelles sont les conséquences des décisions qu'on prend, et elles sont vraiment nombreuses parfois. Donc, voyez des professionnels, quoi qu'il en soit, c'est de l'argent bien investi, surtout quand c'est gratuit. Et je crois que c'est tout. Je devais dire autre chose, non? Non, Tu vois autre chose? on dit que c'est, on me dit dans le chat que c'est trop cool d'être un Dougies. Voilà. Ouais, vous avez raison. Et effectivement, je partage cet avis. Effectivement, hein, c'est important d'avoir en tête, c'est quoi 200 euros si ça permet d'éviter peut-être plusieurs dizaines de milliers d'euros de redressements fiscaux. Voilà, il vaut mieux prévenir que guérir en la matière. On a Explicateur qui te dit toujours de très bons conseils, Émilie, merci beaucoup. Et du coup, merci à toi, Explicateur. 200 euros de charge en plus, déductible de l'IS. Voilà. Tout à fait. Donc 150 à la fin. Voilà. Émilie, on te retrouve sur la chaîne YouTube et on te retrouve chez Dougs. Oui, c'est un grand plaisir. N'hésitez pas à nous partager cette interview. J'espère que ça vous a fait plaisir. C'est la fin du coup de cette interview. C'était la première fois que je m'adonnais à cet exercice. Merci, un grand merci à toi, Émilie, d'avoir été le premier cobaye de ce format. Voilà. Quand tu veux. Et le chat te dit merci. Voilà. Et bien, écoute, merci au chat. si ça marche bien, si ça fait plaisir aux gens qui nous suivent, eh bien, on essaiera de réorganiser ce genre de format peut-être sur d'autres sujets. Oui, avec plaisir. Nickel. Eh bien, à bientôt tout le monde dans ce cas. Merci beaucoup. Allez, je te souhaite écoute, une bonne après-midi, Émilie, et à très vite. Merci. Bon après-midi, David. À bientôt. Salut. Merci beaucoup à tous. Longue vie aux vidéos 12 avec Émilie Co. Voilà, et je suis d'accord avec toi, Explicator. Écoutez, du coup, on arrive à la fin de ce live pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que ce format était cool. Bien sûr, il y aura le replay. On mettra également ça sur la chaîne YouTube de la Quotidienne Juridique. Donc ne le ratez pas, allez le liker, allez le partager. Voilà. Et puis bien, je vous remercie à tous pour toutes les personnes qui ont pu être là. Merci aussi à Clément qui m'a aidé à travailler ce format. Encore merci à Émilie. Et puis, je vous le rappelle, hein, plus de vues, plus d'abonnés. Et on essaie d'avoir Patrick Maurice en live prochainement sur la chaîne. Voilà. Bon après-midi à tous. À très vite chez Dougs. Bye.